Alors, je vais parler un peu de ces domaines de l'univers qu'on ne peut pas rendre visibles directement. On peut voir la lumière, on peut voir les particules, mais il y a d'autres domaines de physique qu'on ne peut pas voir, dont la matière noire. Et là, on doit se référer à des visualisations indirectes, des distorsions et des modélisations. En particulier, donc, l'image que j'avais montrée tout à l'heure, la distribution de température de l'univers qui correspond aux variations de densité au moment du Big Bang ou quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Donc c'est une sorte de son figé, d'oscillation figée du Big Bang. Et on peut essayer de décrire ces oscillations sous forme d'ondes. Il y a des variations à grande échelle, par exemple les zones bleues ici, les zones chaudes là, et des variations à toute petite échelle. Et la description des variations d'échelle et la densité de puissance dans chaque échelle est sous forme de cette distribution-là. Cette distribution qui correspond en quelque sorte au son, aux fréquences de l'univers, peu de temps après le Big Bang. Et en essayant de décrire cette distribution de puissance, on arrive à reconstruire la composition de l'univers et à rendre visible ce qui est invisible, en particulier rendre visible la matière noire, qui correspond à une certaine partie de ce spectre. Vous pouvez voir ici à droite les différents modèles et la contribution des différents modèles et l'effet qu'a la présence ou l'absence de matière noire ou d'énergie sombre sur la forme du spectre. Donc en regardant ce spectre-là, on arrive à savoir de quoi est fait l'univers, à le rendre visible. Et l'image qu'on peut garder en tête, que vous avez certainement vue, c'est que la partie visible de l'univers ne correspond qu'à 4% de la totalité de l'énergie ou de la matière dans l'univers. Là-dedans se trouvent toutes les étoiles, toutes les galaxies, tous les amas de galaxies, les rayons cosmiques. Mais c'est une petite fraction seulement comparée à la matière sombre, qui correspond à peu près à 20%, et surtout par rapport à l'énergie sombre. Cette partie-là est visible à l'œil ou à l'aide d'instruments. Cette partie-là et cette partie-là ne le sont pas. Et si c'était la seule preuve qu'il y a de la matière sombre et de l'énergie sombre, je vous décevrais très fort probablement. Donc j'essaierai de vous montrer indirectement comment on peut voir la matière sombre et l'énergie sombre dans deux images. La première, la matière noire, on peut la voir grâce à l'effet de l'antigravitationnel. Donc vous êtes certainement au courant de cette idée que la gravitation déforme l'espace-temps et transforme l'espace-temps en lentille. Les trajectoires de la lumière à proximité d'une grande masse vont être déformées et on peut voir un objet indirectement, même s'il est caché derrière une étoile, en reconstruisant son image par cette lentille gravitationnelle. Mais si maintenant, dans cette lentille si à la place d'avoir une étoile comme celle-ci, j'ai un objet très massif mais invisible, cet objet va néanmoins transformer ou déformer les trajectoires de la lumière, va agir de la même manière pour avoir une lentille gravitationnelle, et je peux reconstruire, grâce à ces lentilles gravitationnelles, la présence d'un objet comme celui-ci, même s'il est invisible. Et si on fait ça, par exemple, dans deux amas de galaxies qui entrent en collision, on peut reconstruire dans la lumière visible, c'est la lumière rose ici, qui correspond à un gaz très chaud, qui est visible avec des télescopes adéquats. Je peux reconstruire la distribution de matière, même si je ne la vois pas, par l'effet des lentilles gravitationnelles, et je peux voir qu'il y a des distributions ici en bleu, mais reconstruites, on ne le voit pas directement, de matière sombre. Je rends visible cette matière sombre par un calcul, par une reconstruction mathématique, mais j'en produis une image visuelle qui me montre que deux amas de galaxies qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent,
rechauffe le gaz au moment du choc, mais que la matière sombre continue à se déplacer sans interagir, ici et là. Donc j'ai rendu visible la matière sombre de manière indirecte. De la même manière, je peux rendre l'énergie sombre visible en regardant, par exemple, des supernovas, des étoiles qui explosent, et en mesurant en même temps leur luminosité et leur distance, en mesurant leur vitesse, la vitesse à laquelle ils se déplacent de nous, et ce que je m'attends à voir sur la distance à laquelle ils se trouvent. Et en regardant une grande distribution de supernovas à différentes distances, je peux voir que l'univers, l'expansion de l'univers, était moins rapide dans le passé. Ces supernovas très lointaines se déplacent moins vite que ce que je m'attends à voir. Et je peux de cette manière-là voir que par rapport au passé, l'expansion de l'univers est plus rapide maintenant que dans le passé. Donc cette expansion accélérée qui est due à l'énergie sombre, je la rends visible par un modèle mathématique qui me permet de voir ce qui est invisible. D'une certaine manière, ce que je fais, c'est inférer l'existence d'une présence invisible par l'effet qu'elle a sur ce qui est visible. Et c'est à ce moment-là que je vais repasser la parole à Linda, parce qu'elle va parler exactement de cette thématique. Alors, je vais parler d'un groupe d'images, cette fois-là vraiment des images de nature vernaculaire, comme dirait l'historien Clément Chéroux. C'est des images d'enfants qui ont été prises, disons, à partir de l'aube du photographique. Donc, déjà, on a des daguerreotypes qui sont la première forme officielle de photographie connue. En 1800, à partir des années 40, on a déjà des exemples de mers cachées similaires à celui-ci. Et que j'ai commencé à collectionner il y a plus ou moins 15 ans. J'étais intéressée encore une fois à des limites techniques de la photo. Là, il s'agissait d'un problème technique, le temps d'exposition. Quand on se faisait portrait au début de la photographie, il fallait être assis, bloquer sa tête avec un dispositif. Il fallait être bien au courant de la nécessité d'être complètement immobile devant l'appareil. Naturellement, quand il s'agissait d'enfants petits, c'était pas si facile. Donc, il fallait quelqu'un qui tenait l'enfant pour le bloquer devant la caméra. Et cette personne qui essaye de se déguiser, disons, de s'effacer de l'image, parce que la nécessité, c'était d'avoir la photo de l'enfant seul. On se demande pourquoi préférer l'image d'un enfant seul avec ce monstre derrière lui plutôt qu'une image de l'enfant avec la mère. La réponse n'est pas si facile à donner. On peut donner une réponse plutôt de nature anthropologique. La mortalité infantile dans les années 50, par exemple aux États-Unis, pays d'origine de beaucoup, disons la majorité de ces images, était autour de 50% en 1850. Donc, vous verrez, il y a des images d'enfants petits, mais pas des enfants qui viennent de naître. Il fallait attendre quelques mois au moins. Et l'image de l'enfant était une sorte de témoignage en vie de l'enfant. Donc, ça pourrait être une explication de pourquoi préférer l'image de l'enfant seul. Le fait est que ce déguisement se fixe, disons, sur le dispositif photographique. Il reste.
Et c'est en fait une erreur, parce que si l'on pense, on ne voudrait pas voir ce qui est caché, mais on le voit quand même. Donc, c'est un peu un compromis, disons, entre le client, le committant de l'image et le photographe qui la réalise. Enfin, c'est la collection que j'ai appelée The Hidden Mother. C'est une collection de 997 images qui sont une collection d'erreurs à la fin. Parce que ces mers cachées ne devraient pas être visibles, mais au final, elles le sont. Il y a un essai très intéressant d'un philosophe qui s'appelle Thomas Mitchell, intitulé « What do pictures want ?», dans lequel Mitchell donne un pouvoir supernaturel aux images. Il dit que quand même, si on nous donne une photographie de notre mère, et il parle exactement de notre mère, aucun de nous oserait prendre quelque chose d'aigu et la perforer, par exemple. Ça serait un acte immonde, parce que c'est quand même notre mère. Donc, l'image symbolise quand même quelque chose de très fort, quand même, pour nous. Un ami historien de l'art, Gabriele Guercio, m'a montré cette merveilleuse sculpture qui s'appelle Shrine Madonna et qui est gardée au Metropolitan Museum à New York, et en me parlant naturellement de Hidden Mothers, il m'a enseigné un mot latin qui est parfait pour décrire ce phénomène. Le mot est absconditum. Absconditum, c'est l'objet de la dissimulation, l'objet qui est caché. Au XIVe siècle, cette sculpture illustre ce concept très, très parfaitement. La Vierge tient le Jésus dans ses mains et elle est visible en deux formes, ouverte et fermée. Quand elle est fermée, la sculpture enveloppe l'absconditum, qui sont les symboles de la Sacrée Trinité. Donc, si on la voit fermée, on doit croire au fait que les symboles sont cachés littéralement à l'intérieur d'elle. Et croire est un acte de foi. Il faut faire confiance qu'il soit là. Ces images avec des figures qui sont obstinément cachées nous rappellent encore une fois la nature du médium photographique qui est un médium de représentation, et démontre encore une fois que la signification de chaque image dépend d'un échange entre la visibilité et son propre contraire, entre ce qui est vraiment dans l'image et ce que moi je choisis d'y mettre dedans. Un historien de la photo, Geoffrey Batchen, a écrit un texte très beau sur ce travail. Batchen est originaire d'Australie et il raconte un épisode qui a faire avec une tribu aborigène de l'Australie, les Yuendumu. Eric Michaels était un anthropologue qui a filmé
les Yuendumu, qui avaient un rapport très particulier avec les personnes décédées de la communauté. Une fois qu'une personne a été décédée, il ne fallait plus la nommer. Elle était disparue. Elle rentrait dans le domaine des esprits. Donc, on ne pouvait pas nommer directement la personne disparue. Mais en 1967, Eric Michaels a filmé une cérémonie du feu, très connue parmi les Yuendumu. Et dans une projection, les Yuendumu ont assisté au fait qu'il y avait des personnes de leur tribu qui avaient disparu. Donc, comment se poser devant le fait que quelqu'un de la communauté qu'on ne pouvait pas nommer était là, visible. Il y a eu 3 jours de discussion entre les chefs de la communauté, au final desquels ils ont décidé qu'il était formellement décidé qu'on ne le pouvait pas voir. Ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Donc, Geoffrey Bachen a fait une comparaison entre ce compromis entre les Yuendumu et l'anthropologue et le client du photographe qui a dû faire cette image. OK, la personne est là, elle est cachée, mais on ne la voit pas. Ça, c'est la seule image de la collection que j'ai réalisée moi-même. J'ai voulu le faire parce que chaque fois, je me demande quelle est la position du photographe dans la scène. Il est important de se poser cette question parce que parfois, il se passe une surprise. En fait, la jeune couple qui m'a gentiment prêté l'enfant à photographier est venu chez moi. On a préparé le set et la mère s'est assise sur une chaise. Elle s'est cachée sur le tissu noir, sous le tissu noir. Elle a pris l'enfant et la première chose qu'elle a dit était faisons attention qu'il ne se tourne pas parce qu'il va avoir peur. OK, donc le père est venu vers moi, la photographe, et a commencé à distraire l'enfant. À ce moment-là, moi, la photographe, je me suis cachée sous un tissu noir pour pouvoir voir l'écran. Et donc, on a compris qu'il se passait une triangulation très intéressante entre les 3 personnes qui étaient nécessaires physiquement pour reprendre l'enfant, qui était au milieu du triangle, presque impuissant, je veux dire. Ça, j'ai mis seulement pour vous montrer comment la collection a été présentée finalement. Toutes les 997 pièces étaient originales et ils ont été montré dans une vitrine qui mesurait 9 mètres par 1,5 mètre, dans une section de la Biennale de Venise, curée par une artiste américaine qui s'appelle Cindy Sherman. Et c'était pour moi un acte d'amour parce que après avoir recueilli ces images pendant 10 ans, c'était comme si elles avaient trouvé une maison, finalement, après avoir été ce que les Américains appellent a single oddity, un objet seul, autonome et bizarre. Quand on en trouve 997, on comprend qu'il y a une forme culturelle de se regarder comme communauté humaine. Et donc, ça n'a plus à voir avec le domaine du bizarre, ça a à voir avec des autres choses plus profondes qu'il faut regarder en face. Donc, ça a été, après cette récolte,
le thème de la mer cachée a été d'intérêt aussi pour les historiennes, même si on n'a pas d'auteur, on n'a pas de nom de sujet, on n'a pas de date. Donc, on n'a pas des, disons, formes d'intérêt officiel muséal ou archivial, je ne sais pas le mot. Donc, c'était une forme de redonner une place à un genre photographique que, disons, qui n'était pas bien défini. L'idée d'une collection d'erreurs, d'absence, de figures qui désirent se cacher. Je repasse le mot à Michael.